Bonjour à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai acheté une table. Non, aujourd'hui, j'ai acheté un fond vert. Non plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ragusa. Mais avant toute chose, je voudrais vous introduire mon collègue pour aujourd'hui qui sera à la technique, Michel. Salut Michel. Salut Thibaut. C'est l'homme de l'ombre à partir d'aujourd'hui. Donc, Ragusa, qu'est-ce? Ragusa, c'est un jeu de Fabio Lopiano édité par Braincrack Game et qui arrive là tout bientôt en fin de semaine, première semaine de mars 2021 en boutique. Mais tout de suite, le point histoire. Il faut savoir qu'au milieu du XVe siècle, Ragusa est à son apogée. C'est l'unique rival de Venise en tant que passage commercial entre le monde occidental et oriental. Une zone neutre où les marchands du quatre coins du monde viennent se retrouver pour vendre leurs marchandises. Bon, ça c'était avant, maintenant Ragusa c'est la ville de Dubrovnik. Mais voyons tout de suite plus en détail comment ça fonctionne-t-il donc sur ma nouvelle table. Voilà, j'ai effectué la mise en place pour 3 joueurs, voyons voir comment ça fonctionne. Donc Ragusa c'est super simple, à votre tour vous avez une seule action à faire, c'est de placer une de ces petites maisons, toutes petites là, ou en gros ici. Donc c'est très simple, pour placer une maison, vous allez venir la poser sur une des intersections du plateau de jeu, ce qui vous donne accès à 3 hexagones. Par exemple, ma première maison, je vais venir la poser simplement ici. Immédiatement, on voit que j'ai accès à une pierre, un bois et un champ d'olive. Je prends donc immédiatement ces cartes-là et je vais venir les placer sur mon plateau pour me rappeler de combien de ressources je dispose. Donc on a dit que je disposais en effet d'un bois, d'une pierre et d'une olive. Comme ça, à tout moment, je peux suivre mon évolution et je sais à quel type de ressources et surtout en quelle quantité j'ai accès. Puis quand c'est au tour de mes adversaires de jouer, ils vont faire la même chose. Ils vont simplement venir placer une maison à l'intersection de 3 hexagones. Et ils vont répercuter sur leur plateau joueur les ressources qui leur sont accessibles à partir de maintenant. Ça, c'est assez simple, c'est pour la première maison. À partir de la seconde, il va falloir faire attention aux conditions de pose. Parce que oui, il y a des conditions de pose. Pour ça, c'est assez simple. On va devoir regarder ce que possède le joueur en pierre et en bois. Parce que construire près d'un hexagone de campagne, donc tous ceux qui sont ici, il faudra du bois. Et pour construire près des hexagones de ville, il faudra des ressources de pierre. Prenons un exemple. Si le joueur vert veut se placer ici, il aura besoin de pierre et de bois parce qu'il est adjacent à la ville, mais aussi à la campagne. On va regarder tous les hexagones adjacents auxquels il s'est placé. On voit que sur la case de ville, la case d'orfèvre, c'est la première maison qu'il va construire. La première maison coûte donc une pierre. Il lui faut au moins une pierre. C'est bien, il le produit. On voit que l'hexagone ici, donc le champ d'olivier, il n'a pas de maison, c'est sa première, il lui faut un bois. Pareil pour ici, un bois. Donc on prend la valeur maximum, une pierre, un bois, il les a bien, il peut donc construire. Ce qui fait qu'immédiatement d'ailleurs, il gagne les ressources indiquées ici, olive et raisin, puis il pourra activer l'orfèvre. Quelques tours de jeu sont passés, voyons maintenant comment ça se passe pour la pose des bâtiments une fois qu'on a un petit peu de choses posées sur le plateau. Dans un tour précédent, je me suis placé ici pour récupérer du bois, du minerai et de la pierre. Et ça va avoir son importance, parce que là je décide de me placer ici, à cheval entre 2 hexagones de ville et un hexagone de campagne. Dans cet hexagone de ville, c'est mon premier bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment vert avant celui-ci chez le maçon. Il me faut donc une seule pierre. Par contre, l'autre bâtiment adjacent, c'est mon deuxième bâtiment. Il va donc me falloir au moins 2 pierres. On prend la valeur maximum, donc c'est 2 pierres. Celui-ci ne compte pas du coup. Il nous faut donc 2 pierres pour ici. Et même chose ici, ce chemin de campagne, enfin ce terrain de campagne, c'est la deuxième maison que je construis adjacente à celle-ci. Il me faut donc 2 bois. Pour poser ce bâtiment, il me faut donc maintenant 2 bois et 2 pierres. Ce que j'ai réussi à faire. Je peux me poser. Maintenant, vous avez eu ce petit côté gestion de savoir pourquoi, comment on va poser nos maisons sur le plateau, voyons à quoi elles servent. Vous avez vu qu'ici, tout simplement, ça sert à accumuler des ressources. Elles ne sont pas dépensées durant la construction pour la pierre et pour le bois, mais les autres vont pouvoir être dépensées. Vous allez voir tout de suite. On n'a pas vu ce qui se passait quand on se posait adjacent à un hexagone de ville. Et là, il se passe énormément de choses, potentiellement. N'est-ce pas, Michel? Ouais. Merci Michel. À quoi servent donc tous ces lieux? Et surtout, comment ils fonctionnent? Et surtout, quelle est la grosse subtilité? Parce que là, on y arrive, et là, ça va vous plaire. En effet, quand je vais me placer sur un bâtiment, je vais activer le pouvoir de ce bâtiment grâce à ce pouvoir. Par exemple, je me pose ici. Faisons fi des prérequis qu'il faut, pierre, bois. Là, je n'ai pas assez de pierre, mais c'est pour l'exemple. Je vais maintenant activer le pouvoir des 3 bâtiments autour desquels je me trouve. Le palais du recteur et la cathédrale sont des bâtiments simples.
j'active juste le pouvoir. Donc par exemple ici, prendre des cartes objectives pour gagner des points en fin de partie. Et ici, gagner des points en fin de partie en fonction des ressources transformées qu'il me restera. C'est assez simple. Mais toutes les autres cases en périphérie ont une particularité et fonctionnent différemment. En effet, plus il y a de maisons autour du lieu, plus le pouvoir sera fort. Mais, j'ai dit toutes les maisons. Donc même les maisons de mon copain orange et de mon copain bleu. Le bleu, c'est Michel. Salut Michel. Un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je me pose ici, à la jonction du maçon, de la cathédrale et du pressoir, je vais pouvoir activer tous les pouvoirs. Pour la cathédrale, c'est simple, ce sera des points en fin de partie, ça je vous l'ai déjà dit. Mais pour le maçon, c'est complètement différent. En partant du bâtiment que je viens de poser, je vais pouvoir poser un morceau de muraille. Je vais donc prendre mon morceau de muraille et le poser adjacent à un de mes bâtiments ou plusieurs de mes bâtiments déjà posés, ce qui me fait des points de victoire immédiatement. En effet, chaque rempart que je place me rapporte un point et chaque bâtiment adjacent de ma couleur me rapporte un point. Ici, mon rempart est placé exactement entre deux maisons vertes, je gagne donc 3 points de victoire que je marque immédiatement. Et en partant de la maison verte que je viens de placer, je vais tourner en sens horaire et voir quelle maison je rencontre. Ici, je tourne, une autre maison verte, qui me permet immédiatement de réactiver le pouvoir du maçon. Donc, de prendre un rempart et de le poser. Je vais venir le mettre ici. 1 point pour le rempart plus 1 point pour la maison verte, je marque tout de suite. 2 points. On continue à tourner, cette fois on tombe sur une maison orange. Cette fois, c'est notre ami orange qui va pouvoir prendre un rempart et venir le placer. Il va le mettre ici par exemple. Ça va lui permettre d'avancer de 2 points de victoire. Et voilà, ça c'est la grosse subtilité de Ragusa. Plus on se pose autour d'un bâtiment, plus l'action qu'on va y faire sera intéressante, mais plus les adversaires y seront placés, plus on a des chances de les activer durant notre tour. Et donc sans rentrer dans tout le détail des bâtiments, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? L'architecte lui vous permet de placer une porte sur les cases de croisement, ici, celles qui sont entre les cases de rempart et qui peuvent être par-dessus des maisons. Comme ceci par exemple. Ça permet en fin de partie d'avoir des jonctions un peu plus longues. Vous verrez, je vous explique juste après. L'orfèvre, la cave et le pressoir fonctionnent de la même manière. En fonction du nombre de maisons que je vais avoir autour de ce lieu, par exemple l'orfèvre, je vais regarder le nombre de maisons que j'ai, je vais regarder mon niveau de production pour la matière demandée. Par exemple ici, le minerai de fer, j'ai 3 maisons, j'ai actuellement 1 en minerai de fer, je marque 3 x 1, je prends donc 3 lingots d'argent. Et je les reporte immédiatement sur mon plateau. Le pressoir, la cave fonctionne pareil, mais avec l'olive et le raisin. Je vous l'ai dit tout à l'heure en vitesse, le palais du recteur permet de prendre des objectifs comme ceci ou comme cela pour marquer des points supplémentaires en fin de partie. La cathédrale, elle, me fera des points de victoire en fonction du nombre de ressources transformées, c'est-à-dire huile d'olive, vin et lingots d'argent que j'ai en fin de partie. La poissonnerie, elle, me permet de marquer un point de victoire pour 2 poissons que je vais avoir dans ma réserve, et les poissons, je vais les récupérer en posant sur les bords de la ville. Et enfin, le marché. Le marché, lui, me permet de récupérer des cartes qui vont être ici. Quand on active le marché, chaque joueur qui a des bâtiments autour du marché va pouvoir venir acheter une carte bateau en bas du plateau. Il y a des coûts à payer, par exemple une huile d'olive, un vin, des lingots d'or, 2 huiles ou 2 vins. Je prends la carte, je la mets devant moi, face cachée, je récupère les points de victoire et éventuellement les petits symboles qui sont dessus pourront me faire des points de victoire en fin de partie, notamment grâce à ces cartes objectifs. Puis on décale pour remplir le trou et on prend la carte suivante. Et sur les cartes suivantes, il y a une petite indication au dos, juste là. Vous voyez qu'ici, le vin est augmenté de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que sur le marché central, la valeur du vin vient d'augmenter de 2. Mais qu'est-ce que ça fait que les ressources ici, que ce soit argent, huile ou vin, augmentent? C'est lié à l'action des quais. Quand on va activer le quai, on va pouvoir vendre des marchandises. Chaque maison qui va se trouver autour des quais nous permet de vendre une marchandise. Et justement, on va vendre ces marchandises pour la valeur du marché. D'où l'intérêt de faire fluctuer le marché. Par exemple, je décide de vendre un argent, bel argent, me rapporte 2. Comme j'avais récupéré de l'argent juste avant, j'en vends un et immédiatement je gagne 2 points de victoire. Le marché va aussi être modifié lorsqu'on va acheter des cartes. Je vous ai dit qu'ici il y avait un coût d'indiqué, mais à côté il y a aussi un effet de variation du marché. Ça m'a coûté une huile pour acheter cette carte là. En plus de ça, le marché de l'huile baisse de 1. Donc maintenant, l'huile passe d'une valeur de 2 à la vente à 1. Voilà, vous avez vu toutes les actions possibles qu'il y a dans Ragusa. Mais maintenant, comment c'est-il qu'on gagne? La partie va s'arrêter au bout de 12 tours de jeu. 12 tours de jeu, c'est très simple, c'est une fois que tous les joueurs ont placé leurs 12 maisons, on passe au décompte final. Donc au point de victoire gagné durant la partie, on va ajouter 3 éléments. Le premier élément qui va être compté, ce sont les points de victoire gagnés pour les remparts. On va regarder pour chaque joueur quel est son plus long rempart. Un rempart, c'est une succession de bâtiments de sa couleur, que ce soit maison ou porte, puis de remparts, évidemment.
Par exemple, pour le joueur vert, ça part d'ici jusque là. Parce que oui, c'est l'intérêt des portes, une porte permet de prendre place à un endroit où il y avait déjà une maison. Par exemple ici, un joueur orange s'était placé, je ne pouvais pas placer ma maison par-dessus, j'ai donc placé une porte qui me permet une continuité. Le joueur vert marque donc ici, et attention parce qu'un emplacement double, maison plus porte, c'est 2 points. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 17 points pour son plus grand rempart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, et on fait ça pour chaque joueur. Ensuite, on va regarder le nombre d'emplacements que j'occupe à la cathédrale. Le joueur vert ici occupe 2 emplacements à la cathédrale. Pour marquer des points à la cathédrale, on va regarder le nombre de sets complets de ressources que l'on a en fin de partie. On voit que j'ai 2 argent, 3 huiles et 4 vins, donc j'ai 2 sets complets uniquement. On va donc regarder la valeur de chacun des éléments actuellement, donc le prix du marché. Ici 2 pour l'argent, 2 pour le vin, 1 pour l'huile, ce qui fait 5. Ce qui veut dire que chacune de mes maisons me rapporte 5 points de victoire, donc 10 points de victoire en plus pour le joueur vert. Évidemment, on fait la même chose pour le joueur orange et le joueur bleu. Et enfin, je vais marquer des points avec les cartes bonus, c'est les fameuses cartes que je vous ai montrées au cours de l'explication. Chaque joueur va révéler ses cartes et les résoudre. Par exemple, ici, je possède cette carte-là qui me fait 2 points de victoire par ressource raisin que je dispose à la fin de la partie. J'ai un raisin, je marque donc 2 points supplémentaires. Et j'ai celle-ci aussi qui me fait 2 points par porte que j'ai construite. J'ai construit 1, 2, 3, 4 portes. Je marque donc 8 points. Évidemment, le joueur avec le plus de points de victoire après ce décompte gagne la partie. En cas d'égalité, on va regarder quel joueur a le plus d'un type de marchandise dans son entrepôt. Voilà, vous avez compris dans les grandes lignes comment fonctionne Ragusa. J'espère que c'était clair pour vous et j'espère que c'était clair pour toi, Michel. La prochaine fois, c'est toi ici. Les dés, on les lance quand? Ouais, je vais plutôt le faire la prochaine fois. Ouais, c'est mieux. Donc pour rappel, Ragusa, ça sort tout bientôt, début mars 2021, si vous me regardez dans le futur. Coucou le futur, dis bonjour au futur, Michel. Bonjour futur. Merci. En attendant de se voir dans le futur, jouez bien, à bientôt, ciao.